Radio, l'IFE. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Depuis le 28 avril 2021, eh bien la Colombie vit un très très fort mouvement de protestation au cœur duquel est centralement la question sociale, tout simplement. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Deux sujets dans le magazine événement ça. Crise sociale en Colombie, crise qui était commencée depuis avril passé, a continué pire dans le pays ça. Dernier gros épisode lancé week-end 28 mai, côté 13 moun mouri dans Cali, troisième ville pays pendant manifestation et puis affrontement entre forces de l'audio avec moun k'ap manifesté et puis civil armé tout, d'après information qui sorti dans la presse. Après ça, gouvernement mettait l'armée dans la rue pour essayer contrôler situation et situation générale. Ça vient faire l'ONU lever campé à travers au commissariat Nations Unies, eh bien, ils ont demandé pour gagner une enquête indépendante qui fait sous violence dans Colombie. N'a fait un petit coup de jet dans Brésil tout, côté population manifesté dernier jour ça yo contre président Jair Bolsonaro, surtout pour Jean l'a géré crise Covid-19 là en a tout fait qui pas vle quoi maladie ça c'est un gros danger alors que Brésil c'est troisième pays côté pandémie en touye plus monde, li fait 461 000 morts jusqu'à présent dans Brésil. Des conditions de vie des Colombiens et plus de justice, c'est ça qui est au cœur de ce mouvement. Jean Noutabdou, en commencement magazine ça, eh bien, Nations Unies mandé pour gagner une enquête indépendante qui fait sous violence qui passait dans Colombie le week-end côté gagné 13 moun qui mouri dans manifestation qui t'a fait. Président Ivan Duque dans Colombie passé l'ordre pour l'armée sorti dehors et c'est 1000 soldats environ qui déployés dans Cali côté manifestation yo prend cher net. Ville Calia son ville qui gagne 2.2 millions habitants la dernière et c'est là affrontement a été déroulé entre manifestants, policiers, civils armés et yo compté Jean-Odou 13 moun qui mouri. Violence ça yo c'est depuis le 28 avril yo déclenché après un projet réforme fiscale que président Ivan Duque était annoncé li te couri rentrer réforme nan pour le dire camper sous li mais ça pas camper manifestation pour autant
Et c'est explosion sociale ça, Christophe Ventura, directeur recherche l'Institut Relations Internationales Stratégiques IRIS et responsable programme Amérique Latine dans IRIS là, a analysé avec nous. Le gouvernement d'Ivan Duque, qui a été élu en 2018, a un programme de gouvernement très clair qui a été annoncé sur le plan économique et social, en tout cas, qui s'organise autour de certaines réformes qu'on appellerait en Europe des réformes structurelles, très libérales, néolibérales d'inspiration, qui visent d'une part à organiser une réduction des dépenses publiques. Alors le problème, c'est que ça se confronte à une période de crise économique et sociale assez terrifiante, en plus exacerbée à l'extrême par l'impact de la Covid-19, j'y reviendrai. En tout cas, le programme d'Ivan Duque, c'était d'abord de réformer le système des retraites. Alors, on voit qu'en Colombie, comme ailleurs, on retrouve souvent les mêmes sujets. Donc, réformer le système des retraites, c'est ce qui avait déjà provoqué l'immense mouvement de contestation de l'hiver 2019, donc juste avant l'arrivée de la pandémie, qui avait déjà mis la Colombie sous les feux médiatiques, exactement une situation de ce type-là. Mais avant le Covid, on avait déjà eu une mobilisation très très forte de la société colombienne contre cette réforme des retraites, qui avait aggloméré, articulé autour d'elle cette mobilisation tout un tas d'acteurs sociaux, politiques, associatifs en Colombie, qui en fait s'opposent non seulement à cela, mais qui s'opposent aussi globalement à la situation du pays, à la gestion du gouvernement. Et ça, c'était en 2019. Donc, ce qu'avait fait aussi le gouvernement d'Ivan Duque, on le dit pas assez souvent, c'est que déjà, en même temps qu'il voulait faire cette réforme de la retraite, il avait procédé à une première réforme fiscale en exonérant, en organisant l'exonération de la contribution des grandes entreprises, d'un certain nombre d'investisseurs, de catégories, disons, entrepreneuriales colombiennes, et faciliter tout un tas de choses sur le plan fiscal pour l'investissement, donc encore une fois dans la philosophie classique et l'orthodoxie libérale. Et déjà, à cette époque-là, ça avait coincé dans la société. Alors le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu, disons, la diffusion de la crise sanitaire qui, donc, comme je disais, a exacerbé la crise économique et sociale. Alors, je ne vais pas faire ici une litanie des chiffres. Enfin, la Colombie, c'est plus de 40% de gens pauvres. Plus de la moitié des gens qui travaillent ce qu'on appelle familièrement au noir, c'est-à-dire dans le système D, sans aucun système ni contrat social ou de droit qui ouvre à des protections aux risques sociaux, sanitaires, de santé, de chômage, etc. Donc des gens qui travaillent au jour le jour et qui peuvent avoir une rupture de revenus du jour au lendemain et donc connaître très rapidement des problèmes très fondamentaux comme ceux de la faim, etc., de l'impossibilité de se loger, etc. C'est plus de la moitié des Colombiens. Un pays qui, avec le Chili et le Brésil, caracole en tête des pays les plus inégalitaires en Amérique latine, c'est-à-dire là où une portion réduite de la population concentre le plus de richesses par rapport à une portion majoritaire qui en a quasiment pas de ce revenu et de patrimoine du pays. Donc voilà un peu dans quel contexte tout ça se déroule. Et évidemment, la réforme des retraites ou la réforme fiscale qui avait commencé dans une première étape, le premier chapitre en 2019, a eu des conséquences aggravant finalement les conditions et surtout aggravant la détérioration du niveau de vie d'une majorité en fait de Colombiens, qu'ils habitent dans les grandes villes colombiennes, qu'ils soient dans le travail, disons, l'artisanat, les étudiants, les femmes, les métiers précaires. Et tout ça, ce sont les gens qui sont les plus frappés par les conséquences immédiates de tout cela. Et puis donc la pandémie est passée par là, plus de 3 millions de cas en Colombie, plus de 75 000 morts, faut prendre la mesure dans un pays de un peu plus de 40 millions d'habitants. Donc bref, la crise économique et sociale est vraiment radicalisée dans tous ces aspects, et c'est ça qui est au cœur du mouvement qui reprend aujourd'hui, donc à la faveur du deuxième chapitre de la réforme fiscale, qui visait pour officiellement justement renflouer les caisses de l'État frappé par la crise économique, par les dépenses qu'il a dû en urgence concéder pour, disons, pallier à l'urgence et mettre des rustines sociales par rapport à la pandémie. Eh bien, renflouement des caisses par l'augmentation des impôts indirects, la TVA sur les produits de première nécessité, les produits de consommation, impôts qui, de manière inégalitaire, touchent autant la personne qui travaille dans le secteur informel que
la personne qui a de gros moyens et donc c'est un impôt le plus inégalitaire et on est dans un pays où le système fiscal et le système de l'impôt est dit régressif, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas les inégalités sociales et de ce point de vue la Colombie n'est pas originale en Amérique latine puisque c'est un problème général en Amérique latine, c'est cette régressivité du système fiscal qui fait que l'impôt pèse surtout par ces canaux indirects, par les impôts indirects, la TVA, etc., beaucoup plus que par un système progressif de cotisation par tranche de revenus en fonction, où on paye en fonction de ce qu'on gagne en quelque sorte. Pendant un mois qui passait là, donc sorti depuis 28 avril, arrivé dans finissement mois de mai, c'est 59 moun qui mourit dans violence qui a fait dans Colombie. Parmi eux, gagné 2 policiers, gagné 2300 moun qui blessés, gagné 123 l'autre qui disparaissent. Pendant que Human Rights Watch, organisation défense droits moun international, ça a fait connaître que c'est 63 moun qui mourit, c'est pas seulement 59. Donc depuis un mois, situation est toujours déroulée même genre. Pendant la journée, c'est gros manifestations qui pacifiques que moun capable constater côté moun yo inventé toute qualité moyen pour faire revendication passer, tandis que la nuit même c'est gros rébellion qui pétait, c'est émeute et c'est âmes capturé d'après constat qui fait, c'est un gros révolte, il y a pas de jamais en Colombie dans gros ville et c'est dans contexte ça président paysan vient déployer l'armée. C'est ça aurait une militarisation pour capable joindre résultats sociopolitiques. Est-ce que militarisation c'est solution? Christophe Ventura, directeur de recherche à l'Institut Relations Internationales Stratégiques. Et maintenant va s'ouvrir une séquence assez indécise puisque le gouvernement d'un côté a proposé à retirer les aspects les plus contestés de sa réforme fiscale. En même temps, il a donc décidé de le retirer, mais ça n'a pas calmé le mouvement parce que ça marche toujours comme ça, un mouvement qui se met en place avec un niveau comme ça de conscience et déjà de maturation d'un certain nombre de revendications se déclenche à la faveur d'un événement, disons d'un fait nouveau qui arrive dans l'agenda, mais en réalité le motif de la protestation est beaucoup plus global, beaucoup plus large, c'est toutes les revendications de la société qui émergent et donc le retrait ne suffit pas à calmer le mouvement puisque le mouvement grossit et c'est ça qui effraie le pouvoir qui pour l'instant a choisi donc la répression et après la répression et sous pression aussi d'ailleurs de la communauté internationale et de beaucoup de voix qui se sont exprimées contre ce qui se passait en Colombie, l'ouverture d'un dialogue national dont il va falloir voir les conditions, les principes et la mise en place et sur quoi il va déboucher, puis en même temps la répression continue et le gouvernement a une stratégie de polarisation assumée. Il joue la carte de l'ordre, défendant la police, ayant appelé les militaires aussi, ça c'est un point important, on en avait parlé dans plusieurs autres chroniques, c'est l'implication croissante en Amérique latine sous diverses formes de l'institution militaire dans la gestion en fait et le contrôle de la société. Là on voit le gouvernement a demandé l'assistance militaire pour gérer la question de la sécurité publique, donc les militaires participent et confirment une forme de militarisation en fait de la réponse politique aux revendications de la société. Alors en Colombie on est dans un pays où en plus on parle d'un pays qui a vécu ou qui vit, on peut se poser la question, un conflit armé interne depuis des décennies, une culture de la violence qui est très forte de l'État, de l'armée, avec l'existence de groupes paramilitaires très forts, les guérillas, les groupes armés, le narcotrafic, etc. Donc on est vraiment dans un pays où la culture de la violence est très forte. Donc très rapidement, dès qu'il y a des choses, la radicalisation intervient rapidement. Donc on en est là. Donc un dialogue national incertain et de l'autre côté un mouvement qui ne désemplit pas, qui même se renforce, qui est fort, puissant et qui aujourd'hui semble vouloir continuer malgré les
les morts malgré tout cela. Donc voilà un peu la situation. Il faut savoir que le programme de Ivan Duque, je vous disais, est assez clair. Il y a une feuille de route, il y avait les réformes structurelles, donc des retraites, puis fiscales, et puis il y en a une troisième dans les tiroirs du gouvernement. Va-t-il pouvoir la mettre en place? Je ne sais pas. C'est une réforme du marché du travail pour finalement approfondir la flexibilisation du marché du travail, etc. Bref, on voit l'application d'une feuille de route somme toute assez classique dans les pays confrontés à des crises lorsqu'ils prennent des options néolibérales, réduction des dépenses publiques pour stimuler l'attrait des investisseurs internationaux, facilitation de tous les cadres juridiques et fiscaux pour ces derniers, et puis politique d'austérité qui pèse en fait sur les catégories populaires et les classes moyennes. Si nous remontons plus loin dans Colombie, on a songé que c'était un pays qui était un gros conflit armé là-dedans, conflit avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, et tout conflit ça avec ELN, l'armée de libération nationale, tout ça Tevin fait que yo pas parlé du tout de réalité sociale là dans le pays Colombie. Et entre-temps, Banque mondiale fait connaître Colombie, c'est une nan pays qui pi inégalitaire au monde, qui pi mi haut mi bas en termes de position couche sociale yo occupé. Yo dit l'État t'est concentré toute action sous lutte contre guérilla, mais li pas occupé de demande sociale yo du tout pendant un pile année. Alors que constat qui fait jeudi a, c'est que youn sous chaque 3 jeunes qui gagnaient de 14 à 28 ans, pas de travail, yo pas privé étudier rien, et Colombie, entre-temps, li aptounen un pays de conflit urbain, conflit nan ville yo, d'après analyse sociologue yo fait. Ivan Duque, président colombien, li perdu popularité net alors que li a 1 an de la fin de mandat en 2022. D'après ça qui apparaît la Kounien, c'est la gauche qui apprend poids. Dans sondage yo parlé en pile de anciens magistrats Bogota, c'est un ancien guerrier, il y aurait les Gustavo Petro, et c'est lui-même qui en tête le sondage jeudi pour vin président pays Colombie. Perspective politique yo paraît dans analyse Christophe Ventura, directeur de recherche dans IRIS. Il ne faut pas sous-estimer les atouts, les forces de l'État. Il a une capacité de récurrence, de résilience, comme on dit, face à des mouvements puissants. Il encaisse les coups, mais derrière, il y a tout un discours sur le respect de l'ordre, le fait que les forces de sécurité et l'armée protègent les Colombiens contre, en fait, ce qu'il considérait être une 5e colonne des délinquants, quasiment des terroristes qui seraient à l'origine de tous les maux sociaux du moment et les mouvements. Alors, ce discours-là va-t-il prendre ou pas, on verra, mais il est quand même très très diffusé dans la société colombienne, dans l'État, dans les médias, dans une partie de la société qui est très conservatrice en Colombie. Donc le rapport de force va être très dur, d'autant que comme souvent le pouvoir s'appuie sur quelque chose qui est aussi réel, c'est-à-dire que dans des pays qui sont comme ça assez détériorés, disloqués du point de vue social, où il y a des maux sociaux très très forts, très radicaux, avec vraiment des phénomènes de pauvreté dure, profonde, on a toute une partie de la population une partie de la population qui effectivement constitue ce que au 19e siècle les marxistes appelaient le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le prolétariat en haillons, un sous-prolétariat qui est constitué de pauvres déclassés, de gens qui sont vraiment retombés dans le souterrain de la société, dans les marges, et qui font les gens qui sont en dehors de la loi, effectivement la délinquance, etc. Tout ça existe, et dans des mouvements comme ça populaires amples, dans des pays où les conditions sont radicales, il est évident que ça charrie aussi
ce type de catégories et que ces catégories-là rentrent dans le mouvement et qu'il y a des débordements et qu'il y a des actes de rupture, des actes de vandalisme, etc. Tout ça existe, ça fait partie, disons, de la mécanique des mouvements sociaux lorsqu'il se passe dans des sociétés où il y a l'existence de ce sous-prolétariat. Et évidemment, l'ordre en général s'appuie là-dessus pour finalement réduire, résumer et asphyxier le mouvement à ça, c'est-à-dire à dire que le mouvement, c'est un mouvement finalement anarchique, fait de gens violents et déclassés et désocialisés, limite barbare. C'est un peu la ligne du pouvoir et qui justifierait, selon lui, l'action radicale et forte des forces de l'ordre et de l'armée, et donc pour protéger la bonne société contre finalement les classes dangereuses. Alors voilà, c'est une grille de lecture qui n'est pas nouvelle, mais parce que de ce point de vue-là, il y a des récurrences fortes dans l'histoire. C'est des choses qui ont été éprouvées au XIXe siècle et puis aussi au XXe, auxquelles se sont confrontés d'ailleurs les mouvements sociaux, le mouvement ouvrier a dû faire face à tout ça. Et donc on retrouve finalement en Colombie aujourd'hui un scénario qui met en branle un peu toutes ces dynamiques-là. Donc l'avenir de ce mouvement, eh bien, on peut pas le prédire aujourd'hui, mais il change les lignes, il bouge les lignes en Colombie, puisqu'il accroît quand même le mécontentement et le nombre de gens qui ne se retrouvent plus finalement dans le gouvernement de droite de M. Duque et de son camp, qui est par ailleurs aux prises avec beaucoup de problèmes de corruption. M. Álvaro Uribe voit sur lui peser d'énormes suspicions de corruption et de liens avec les narcotrafiquants, etc. Donc il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans la société colombienne, en particulier aujourd'hui. Celui qui arriverait aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion président, si les élections avaient lieu, c'est Gustavo Petro du mouvement colombien Humana, qui est le centre-gauche et la gauche, qui apparaît aujourd'hui encore plus qu'en 2018, où il était déjà arrivé en finale de manière tout à fait inédite dans le pays, en ayant perdu contre M. Duque. Il arrive aujourd'hui en tête dans les sondages. Les sondages ne font pas une élection, mais en tout cas, on voit qu'autour de ce mouvement, et à partir de lui, s'est créé, va se développer une dynamique aussi politique alternative, disons, au pouvoir en place. Et c'est ça qu'on va voir dans les mois prochains, avant que le pays n'entre dans sa campagne électorale, puisque en 2022, il y aura une élection présidentielle en Colombie. Nous allons arrêter avec spécialiste question latino-américaine, ça, Christophe Ventura. Mais n'a pas changé pays, nous allons aller au Brésil, côté gagné manifestation tout, c'est des dizaines de milliers de monde qui étaient sortis dans la rue le 29 mai dans plusieurs villes dans le Brésil pour manifester contre le président Jair Bolsonaro, manifester contre façon li a gérer pandémie COVID-19 là qui la cause en pile monde mouri au Brésil. C'est 461 000 morts yo compté pour le moment, et d'après information yo, situation incapable aggraver dans Brésil. Yo té organisé manifestation yo dans plusieurs villes dans Brésil, parmi yo Salvador dans nord-est Brésil, dans Brasilia même, capitale là, et puis dans Belo Horizonte dans sud-est Brésil. Moun yo dit que yo dans la rue pour capable défendre la vie yo peut en pile devant Jean Bolsonaro a agi lui-même qui l'en commencement épidémie a dit que maladie ça son petit grippette, son petit grippe tout petit lié, et monsieur l'été levé campé contre des dispositions que autorité locale yo t'a prend pour mettre quarantaine. Monsieur vini avec des médicaments li dit contre maladie mais qui pas fait aucun effet, qui pas efficace du tout. Et puis monsieur lui-même li c'est une nan monde qui dit a fait de vaccin, li pas quoi que ça a marché. Et donc rassemblement ça yo, manifestation yo dans Brésil yo fait après 2 week-ends côté c'était manifestation en faveur gouvernement Bolsonaro lui-même. Nous songeons ça, nous t'as parlé de ça. Et mais quand même, il a remarqué que taux popularité Bolsonaro baissé en pile, monsieur tombé dans 24%. Kounien, c'est niveau qui pi bas que les gagnants dans sondage qui fait dans Brésil. Sondage montré tout que 49% brésiliens yo ta d'accord pour mettre Bolsonaro à terre. Yon l'autre bord 46% légèrement pipiti, yo même yo pas d'accord pour mettre Bolsonaro à terre.
Sondage yo montre tout moun qui capable troquer konni ak Bolsonaro et qui quand même remporter élection, c'est ancien président de gauche Lula da Silva dans élection présidentielle qui est pour fait en 2022. Deux mots sous enjeu avec perspective politique dans Brésil avec Christophe Ventura. Alors ce confinement finalement a créé cette polarisation, ce clivage. Bolsonaro contre le Congrès, Bolsonaro contre la Cour suprême, Bolsonaro contre toutes les institutions brésiliennes, contre beaucoup de gouverneurs du pays, mais Bolsonaro avec le peuple de l'intérieur finalement brésilien, auquel il a alloué une aide d'urgence pour un montant de 60 milliards de dollars sur le budget brésilien, 15% du PIB environ, qui a fait que des millions de Brésiliens vulnérables sans ressources ont pu bénéficier jusqu'à fin décembre d'une allocation mensuelle qui était en réalité assez importante, puisqu'en général elle faisait la moitié du salaire médian brésilien, et donc pour beaucoup de gens ils avaient plus avec ça qu'ils n'avaient eu avant avec les autres programmes sociaux, et donc ça lui a donné cette espèce d'adhésion. Alors aujourd'hui, sous la pression d'autres secteurs qui sont alliés avec lui, en particulier les élites économiques et financières, qui demandent à Bolsonaro une modération des financements publics, de réduire la dépense publique parce que l'État s'est endetté, etc., et qu'il va faire face à une crise économique cataclysmique dans les mois qui viennent, pauvreté, inégalité, chômage, etc., eh bien Bolsonaro a annoncé la fin de ce programme d'aide d'urgence tout en disant qu'il allait augmenter, revaloriser le programme Bolsa Familia, qui était le grand programme social d'avant cette aide d'urgence, pour les gens qui en auraient besoin. Donc en fait, aujourd'hui, que va-t-il se passer ? La question pour Bolsonaro, ça va être de savoir s'il va survivre en réalité à la crise économique et sociale induite par la pandémie de Covid-19. Et donc, pour ce faire, il va devoir gérer des intérêts, des demandes contradictoires. À la fois celles d'une partie qui sont encore alliées avec lui, qui sont les marchés financiers et les élites économiques, qui demandent donc de la modération des finances publiques, et puis de l'autre, ce nouveau peuple, électorat, disons, brésilien et du Centrao, qui aujourd'hui sont avec lui et qui vont, eux, demander, avoir besoin toujours d'une intervention et d'un soutien public, des politiques publiques, de la puissance publique par rapport à leur situation économique et sociale. Donc c'est entre tout cela que Bolsonaro va devoir naviguer. Il va devoir naviguer avec le soutien des militaires qui, encore plus dans cette situation, ne veulent pas de changements inconsidérés ou qui ouvriraient des trajectoires tout à fait incertaines pour le Brésil. Donc ça reste leur homme, Bolsonaro, aujourd'hui aux militaires, c'est pas rien. Les militaires voient aussi en Bolsonaro quelqu'un qui va pouvoir bien continuer à modeler cet État brésilien fort, voire même autoritaire si c'est nécessaire en cas de crise importante, comme c'est en train de se passer. Et de l'autre côté, il y a une recomposition de la droite brésilienne où il est en concurrence avec les partis traditionnels du centre-droit et de la droite qui vont chercher à placer un candidat qui pourrait être Sergio Moro, le juge populaire, ancien ministre de la Justice qui a rompu avec Bolsonaro, l'accusant à son tour d'instrumentaliser la police pour protéger ses intérêts et ceux de sa famille désormais visés par les enquêtes de corruption. Ou bien João Doria, gouverneur de l'État de Sao Paulo, l'État le plus puissant, qui représente vraiment ce poumon économique et les élites économiques et commerciales et financières brésiliennes, qui est un peu l'homme qui pourrait être le rival à droite de Bolsonaro. On peut appeler Christophe Ventura, c'est directeur de recherche dans l'Institut de Relations Internationales Stratégiques. Dans l'Institut ça, li ap dirigé programme Amérique Latine et Caraïbes. C'est comme ça, n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Crise sociale qui était commencée depuis avril a continué pire dans Colombie. Nous parler de ça dans l'émission 1 et dernier gros épisode lancé week-end 28 mai côté 13 moun mouri dans Cali, troisième ville pays pendant manifestation et puis affrontement entre forces de l'ordre avec moun cap manifesté, civil, armé, etc. D'après information qui sortit dans la presse. Après ça, gouvernement mettait la main dehors dans Cali pour contrôler situation pendant que l'ONU lui-même lui mandait pour gagner une enquête indépendante qui fait sous violence qui a déroulé dans Colombie. Et puis, un petit coup de jet sous Brésil, côté population manifestée dernier jour ça contre président Jair Bolsonaro, surtout pour Jean l'a géré crise Covid-19 là, on a tout fait
qui pa vle kwe maladie a c'est un gros danger alors que Brésil c'est troisième pays côté pandémie touye plus moun li fait 461 000 morts d'après dernier décompte yo. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça gagné AFP, Agence France Presse et puis Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash.